Alors, Paul-Antoine est docteur en littérature comparée. Il nous vient de l'Université de Corse et sa thèse, soutenue en 2019, portait sur les formes et les enjeux de l'actualisation des mythes grecs dans les jeux vidéo. Alors, il travaille actuellement sur les enjeux poétiques et philosophiques du jeu vidéo au sein du Liège Game Lab, où il est post-doctorant. Il réfléchit dans ce cadre-là à la place du mythe dans nos sociétés en posant cette question: qu'attendons-nous aujourd'hui de la mythologie, au-delà de son inépuisable réservoir de récits et d'exploits guerriers? Et alors Paul-Antoine va essayer de nous livrer une piste de réponse dans sa communication intitulée Le procès poétique de Wonder, une étude de cas de l'introduction du jeu Shadow of the Colossus, qu'il m'a d'ailleurs fait redécouvrir il y a plusieurs semaines. Paul-Antoine, c'est à toi. Merci Gaël. Je vais d'abord juste demander sur Twitch si on m'entend bien, parce que c'est la première communication qu'on fait de là. Donc je pense que les intervenants m'entendent. Juste si on peut confirmer sur Twitch si on m'entend bien ou si je parle plus fort. Faut que tu continues à parler un petit peu, parce qu'il y a un décalage de 5 secondes. 5 secondes, d'accord. Ah bah oui, très bien. Voilà. Alors effectivement, je vais en fait aborder deux points à travers. Alors l'étude de cas de Shadow of the Colossus arrive un petit peu plus tard. J'espère que j'aurai le temps de la faire. Mais à la limite, qu'importe. Le premier point porte en fait sur le rôle du poète et sur le rôle de la poésie. Vraiment à entendre ici au sens de la poiesis grecque, c'est-à-dire la création en fait. Alors, je ne prendrai pas le temps de définir ce que j'entends par le mot création, j'y ai consacré un article, mais on va le prendre ici en fait comme synonyme du mot œuvre. Et donc pour définir ce rôle du poète et ce rôle de la poésie, donc ce rôle de la création et du créateur, il me paraît opportun de renouer avec une tradition mythographique, au moins aussi ancienne qu'Homère lui-même. Disons qu'Homère est le point de rencontre de cette tradition-là. Probablement qu'avant c'était déjà le cas, mais avec Homère ça devient, je dirais, le plus saillant. Mais l'objectif, c'est pas tant évidemment de légitimer le jeu vidéo en reprenant le chemin du passé, d'abord parce que le jeu vidéo se légitime très bien tout seul, mais que par le jeu vidéo, par son biais, eh bien, de revaloriser le rôle du poète. On le sait, un brocardé et chassé de la cité par Platon, on pourrait presque dire depuis Platon. Et donc pour ça, je m'arrêterai sur deux termes de la poétique, deux termes d'Aristote, l'admésis et le mythos, traduits respectivement par imitation pour l'admésis et fable pour le mythos, afin justement de définir deux outils du poète, tout simplement parce qu'Aristote a peut-être le mieux compris les fondements de la poésie, définissant la poésie à l'intérieur d'un système, non par l'usage des vers, mais par la fable et la fiction. Aristote allant jusqu'à faire du mythos, dans la poétique en tout cas, le paradigme et la condition même de possibilité de toute connaissance du monde et des hommes. Et donc, en fait, Shadow of the Colossus doit servir d'exemple pour étayer ce rôle du poète en prenant précisément le chemin de l'interprétation, qui était déjà, mais je l'ai dit ce matin, le chemin des sophistes, c'est-à-dire la double postulation d'une parole éloquente et ornée. Donc pour ça, je me concentrerai, à défaut de pouvoir vous parler de toute l'œuvre, enfin de tout Shadow of the Colossus, qui demanderait beaucoup plus de temps, mais au moins sur quelques passages de l'introduction du jeu, et pour ça je m'appuierai sur un autre terme grec, issu aussi du système aristotélicien, qui est la dynamis ou mais étudié ici en fait à partir plutôt d'Homère. En fait, je proposerai, vous verrez, un principe structurant à mon interprétation, qui est en fait la déconstruction d'un modèle héroïque en l'étayant par l'agencement de différentes séquences de l'introduction du jeu. Donc pour commencer, je pourrais presque dire que finalement Shadow of the Colossus raconte une épopée qui est assez banale, celle d'un errant, Wander, pour le nom est assez évocateur, hein, qui parcourt un désert vide pour assassiner à la demande d'un dieu-déesse, un dieu qui s'exprime aussi avec une plateforme, donc un dieu-déesse, d'Ornain, 16 colosses, dans le but de sauver Mono. Et on pourrait assez facilement en fait, reprocher à Fumeto Ueda et à Timiko un certain manque d'originalité, si ce n'est de refaire pour une énième fois le fameux voyage du héros, qui a été défini un petit peu par l'universitaire américain Joseph Campbell. Mais en fait, on se rendrait compte qu'on n'a pas moins de difficultés, si on remonte quelques siècles en arrière, à résumer les dizaines de mythes des Aèdes, des tragiques, d'Ovide lui-même, si on inclut les métamorphoses, qui nous soient parvenus depuis l'Antiquité.
Ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a pléthore de mythes, mais si on en prend un au hasard, on pourrait facilement le résumer, en tout cas aussi facilement qu'on pourrait résumer l'épopée de Wander. Et en même temps, qui a joué à Shadow of the Colossus ne pensera pas que la simplicité est son maître mot, par son gameplay d'abord, puis cette complexité presque naturelle qui se met en place, portée par des sous-entendus, comme des trous en fait dans la narration, par du texte, ou par des dialogues, ou alors l'improbable retournement qui se met en place, avant que la conclusion, enfin, ne déchire les quelques suppositions pensées par le joueur qu'il a mis en place tout au long du jeu. En fait, pour le dire autrement, Shadow of the Colossus raconte, ce qui revient à dire qu'il ne dit rien et il ne montre rien qui soit véritablement innocent. On peut dire que chaque image est pesée, chaque dialogue juste et nécessaire, chaque possibilité donnée au joueur, considérée à travers ce qu'elle peut suggérer, plus que pour sa simple, plus que pour la simple action elle-même. Comme si le fait de sauter dans Mario avait moins d'intérêt pour éviter un obstacle ou rejoindre une plateforme, que pour ce que le saut lui-même peut signifier, peut désigner à l'intérieur d'une œuvre qui souhaite produire du sens. Donc finalement, dire que Shadow of the Colossus est poétique, c'est pas simplement dire qu'il est beau. On pourrait d'ailleurs rajouter qu'il atteint une espèce de sublime philosophique dans la représentation de ces colosses démesurés, dans des jeux d'échelle et de proportions, en confrontant un désert vide et des colosses dont on se demande s'ils ne sont pas le vrai paysage du jeu, le véritable espace de jeu, celui que l'on gravit, inventant, si on peut dire, la verticalité et le parcours. Finalement, Shadow of the Colossus raconte parce que Fumetto Ueda et la Team Ico se souviennent qu'une histoire, une bonne histoire, c'est-à-dire une histoire correctement agencée, commence par une bonne introduction, et que rien n'est rattrapable si tout n'est pas clairement délimité, quitte ensuite à renverser cette table par une série de péripéties, de bouleversements ou d'événements, mais encore faut-il que la table soit solide et solidement posée. Son introduction de près de, alors je crois que c'est une quinzaine de minutes, rompt déjà avec des règles du jeu vidéo par une absence totale d'interaction et une succession d'images, là encore, au début, assez banales. C'est-à-dire un homme à cheval qui quitte une nature adamique pour un désert aride. Il traverse un pont, et là on retrouve déjà la vieille allégorie du passage d'un monde à l'autre, sorte de catabase, de descente aux enfers, où personne ne revient totalement sain et sauf. Homère, par exemple, avait préféré l'image de la tempête, afin de signifier l'arrivée d'Ulysse, de son marin, dans un archipel de monstres et de créatures. Pourtant, si l'image est différente, le résultat en fait est le même. Et on se rend compte qu'il n'y a pas ici vraiment de règles politiques, mais comme pour parler comme le poète italien Torquato Tasso, il y a des principes, des utilisations d'images qui vont produire du sens. Les terres arides sont effectivement propices à des rencontres improbables et à des bouleversements. Alors sur la dimension allégorique des espaces, je renvoie évidemment à la philosophie de Gaston Bachelard, sinon au moins au livre de Michel Roux intitulé Géographie et complexité tout simplement. Alors depuis The Last of Us, des œuvres comme depuis Shadow of the Colossus, des œuvres comme The Last of Us ont bien prouvé que les introductions peuvent aussi se jouer, qu'elles ne sont pas cinématographiques parce qu'il n'y a rien d'autre à y faire que regarder, plutôt parce qu'elles définissent les contours des personnages, définissent des caractères. Je pense, par exemple, dans The Last of Us, au père protecteur qui est Joel, que finira par rejeter Ellie, et qui naît ce père protecteur dans l'introduction. Dans la protection échouée de la jeune Sarah, ça c'est une séquence cinématique, mais aussi lorsqu'on incarne Sarah cachée derrière la jambe de Joel, où le joueur peut à ce moment-là comprendre que le père, Joel, ne parviendra plus à abandonner son rôle de protecteur défini durant les premières minutes du jeu. En fait, dans la poétique, Aristote, puis Ricoeur dans son premier volume de Temps et Récit, rappelle qu'une structure épisodique est nécessaire pour raconter au mieux, c'est-à-dire un événement à cause de l'autre, en relation avec l'autre. Alors, évidemment, ça peut paraître assez banal, assez logique, presque mécanique en fait. Je pense que ça l'est moins quand on regarde pléthore de productions cinématographiques, voire même de jeux vidéo, où on a plutôt une construction, un événement après l'autre, ce qui est finalement assez différent. Mais finalement, ce qui paraît, encore une fois, peut-être logique, mécanique, l'est moins si on considère d'une part un médium comme le jeu vidéo, mais qu'on rappelle surtout que la fiction, au-delà de cette succession d'un événement à cause de l'autre, doit former du mieux qu'elle peut un tout cohérent. Sinon qu'elle a besoin justement d'un principe structurant, ce qu'on appelle dans la poétique le mythos, c'est-à-dire la fable, ou chez Ricoeur, la mise en intrigue.
Le principe structurant étant ce qui va permettre de signifier quelque chose. Alors, je l'ai déjà dit, Shadow of the Colossus s'inscrit dans une longue tradition mythographique et herméneutique, donc ce fameux commentaire sur les dits du poète. C'est-à-dire que le jeu de Fumetto Ueda et Latinico va poser des espèces de jalons herméneutiques, c'est-à-dire des noms, des mots, évidemment, du texte, des événements, des images, qui disent plus que ce qu'ils montrent, qui font un nappage de sens, c'est-à-dire que le jeu manie, dans la longue tradition imagologique et dialogique, le double sens de l'équivocité du langage. En fait, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que le jeu fait un petit peu comme le mythe, c'est-à-dire, moi je définis le mythe comme une création efficace, qui a comme fonction de décloisonner la réalité, c'est-à-dire de bâtir un monde possible et sensé, quoique ce sens soit à chercher, qui parvient à faire obstacle au réel. En fait, en malmenant nos préconceptions, en malmenant nos a priori, le mythe suscite l'espoir immense d'une variation de la pensée. Et je pose l'hypothèse que la création, la poésie grecque, conduit à la première des questions philosophiques, qui est le « que devons-nous penser ?» Pour le dire autrement, le spectateur, le joueur, observe sa réalité mise en acte, ses passions, ses habitudes, son ethos et les relations à l'intérieur d'une société. Ici, je n'ai pas le temps de développer, mais je renvoie aux travaux du sociologue Norbert Elias. En résumé, l'art met en matière, c'est-à-dire qu'il met en scène des structures et des lois qui échappent à une perception habituée du monde. Une hétéronomie individuelle et socialement instituée qui rend pour nous plus difficile le dépassement de l'horizon donné. Ce que, par exemple, l'Antigone de Sophocle signalait à travers les personnages de Créon et d'Antigone. Bon, je ne développe pas, mais... Et c'est en fait, je pense, ce rôle-là qu'il faut donner au jeu vidéo, si tant est qu'il ne l'acquiert pas de lui-même. D'abord parce qu'il est profondément politique et idéologique, mais au-delà de ça, parce qu'il condense une réalité vécue en suivant justement un principe d'imitation qu'on appelle la mimésis. Pour parler comme Pierre Aubin, qui est un spécialiste d'Aristote, au sujet de la mimésis aristotélicienne, eh bien cette mimésis consiste en une re-création, c'est-à-dire qu'elle ancre la création dans un processus d'invention, un mouvement partant du réel et revenant vers lui par le détour de la fiction. En somme, la mimésis suppose une observation presque clinique de la réalité, de la nature, de la société des hommes, des interrelations entre eux, des jeux de pouvoir ou de domination. Mais en fait, on aurait tort à ce moment-là de croire qu'il suffit de calquer la vérité dans une volonté naturaliste d'être au plus proche. Il faut au contraire la réinventer par le moyen de l'imagination et des histoires inventées, donc précisément des mythes. Dans cette optique, le mythos, la fable chez Aristote, désigne l'agencement et la bonne configuration des différentes parties de l'œuvre, que sont notamment l'intrigue, les caractères, les dialogues, les textes et les pensées des différents personnages en action. Je cite l'auteur de la poétique lui-même, quand il dit « J'appelle en effet histoire », il a utilisé le terme de mythos, on peut traduire par histoire, mais moi je le traduis par fable, j'appelle en effet histoire ou fable, donc l'agencement des actes accomplis, en grec c'est la synthesis ton pragmaton. À l'imitation, donc, se joint donc le mythos, un principe structurant qui définit la finalité de l'œuvre, c'est-à-dire son but dans l'espace social, c'est-à-dire autant ce qu'elle dit que la manière et les outils afin de le dire. En tant que, je cite Aristote, âme du poème, le mythos est à la fois ce qui donne forme, vie et sens à la matière des mots, on pourrait dire ici à la matière du jeu. Par exemple, quand Ricoeur désigne le mythos comme la mise en intrigue, il perçoit bien l'acte poétique par son caractère opératoire en articulant la configuration des actions représentées à l'intention, c'est-à-dire la fin, que doit leur donner un sens. Parce que les actions ne signifient rien en elles-mêmes et ne deviennent signifiantes que par l'effet de la composition. Bon, là j'ai cité pêle-mêle la métaphore vive, qui est un bouquin d'Aristote, non pas d'Aristote mais de Ricoeur, et le premier volume de Temps et Récit. La fable serait ainsi pour Aristote, mais on comprend aussi pour Ricoeur, le principe de cohésion qui donne un sens à l'action en préparant le dénouement de l'intrigue qu'elle nous tienne. Donc, ma première réflexion sur le jeu vidéo, ce serait de dire, je ne pense pas que le jeu vidéo, parce qu'il inscrit le mouvement du joueur dans un cadre plus libre, qui est évidemment celui du jeu, empêche ou malmène une composition valorisée chez Aristote, notamment lorsqu'il dit, je le cite, les parties constituées des actes accomplis doivent être agencées de façon que, si l'on déplace ou supprime l'une d'elles, le tout soit troublé et bouleversé. On pourrait percevoir très vite une sorte d'aporie par rapport au jeu vidéo. On se dit, finalement, dans le jeu vidéo, est-ce que l'activité du joueur n'est pas sans cesse en train de troubler, de bouleverser
l'agencement pensé par un auteur ou une équipe de production, qu'importe. Mais je crois que la première raison, en tout cas c'est l'hypothèse que je formule, consiste à ne pas penser l'harmonie comme un ordre, opposé en cela à un désordre. Au contraire, l'harmonie c'est précisément le point de rencontre entre l'ordre, on pourrait dire le game, et en fait le désordre, c'est-à-dire le play. Donc on est à ce moment-là dans une harmonie des contraires. Disons que quand le joueur joue, il instille du désordre dans un espace ordonné. Mais en même temps, le désordre du joueur ne malmène pas une quelconque composition ou la finalité de l'œuvre, précisément parce que le monde est ordonné et que le désordre devient nécessaire pour produire le sens défini par l'auteur lui-même. Comme je disais précédemment, c'est autant l'action elle-même qui signifie que le résultat de l'action. Enfin, la deuxième raison consiste à prendre le problème par la fin, c'est-à-dire que la bonne disposition est délimitée par le joueur lui-même dans une pratique interprétative posée en aval et en amont du jeu. Alors en aval, c'est assez banal, c'est qu'il faut avoir joué évidemment pour saisir et comprendre les métaphores et les allégories du jeu, enfin les métaphores et les allégories potentielles du jeu, puis en amont afin de faire correspondre les différentes parties et donner corps à un sens de l'œuvre. Autrement dit, pour le dire autrement, le joueur définit en fait un gameplay, après évidemment qu'il est joué, c'est-à-dire des actions et des mouvements qui participent à la mise en cohérence de ce qu'il souhaite que l'œuvre énonce par son jeu. Je pense par exemple au slow run, à travers le territoire aussi, son environnement et ses lieux, les péripéties, les caractères, les expressions et les pensées des personnages. Donc en fait, il ne faut pas simplement rompre avec le sens de l'auteur, la fameuse mort de l'auteur, mais définir un sens du joueur qui consiste plutôt à définir soi-même un principe structurant que l'on étaye en conjoignant différentes parties de l'œuvre, en jouant d'une certaine manière, en détournant l'œuvre. Alors la seule question que je laisse en suspens ici, mais si quelqu'un veut répondre, il est bienvenu, consiste à se demander à quel point suis-je encore joueur en traficotant, en détournant l'œuvre à laquelle je joue. À ce titre, peut-on encore parler d'œuvre, à moins qu'il s'agisse pleinement justement de création. Création de l'auteur d'une part, le jeu auquel on joue, et création du joueur, ce que l'on crée à son tour. Et donc, c'est, mais là je n'ai pas le temps de développer exactement ce que j'ai essayé, enfin, exactement, c'est vite dit, mais disons que c'est potentiellement ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de ma thèse, où j'avais mis en place une série de règles extrêmement précises qui m'amenaient à interpréter un jeu. C'est-à-dire qu'il fallait par exemple que je ne connaisse pas le jeu en amont, pour éviter d'être pollué par exemple par des bandes annonces, quoi que ce soit. Donc, arriver presque vierge, totalement neutre par rapport à ce jeu-là, et ensuite tenir un espèce de carnet où j'allais noter toutes les impressions, tout ce que je pouvais noter en fait du jeu, tout ce que j'avais pu ressentir, pour essayer ensuite, dans un deuxième mouvement, de définir un principe structurant et ce que j'allais essayer de dégager comme sens de l'œuvre. Finalement, et je conclurai ainsi ma première partie, je signale deux moments. Je vais répéter. Celui de la création, c'est-à-dire la création de l'auteur, et celui de l'interprétation, c'est-à-dire le joueur. D'un côté l'auteur et de l'autre le joueur. Je crois qu'avec le jeu vidéo, mais je pense que c'est le sens aussi des différentes communications qu'on a eues ce matin et cet après-midi, nous passons définitivement la frontière de l'interprétation pour un nouveau terrain d'enquête qui est celui de l'appropriation, ce que Ricoeur signalait déjà au sujet du texte. Mais enfin, j'ajouterai quand même deux mots. D'abord, il ne convient pas de croire que le poète a, parce qu'il est poète, nécessairement raison. C'est-à-dire, je parle bien de la poésie des œuvres comme étant d'une science de la connaissance, une science poétique, dont il convient ensuite de procéder à un jugement, comme nous procédons de juger nos sens, de manière philosophique, et de différents outils pour percevoir et comprendre le réel dans lequel nous nous trouvons. De la même manière, je crois qu'on ne peut pas se contenter de saisir l'œuvre sur le mode de l'émotion ou du ressenti. En fait, l'objectif, en ajoutant un principe structurant, et cette idée de conjoindre comme ça des éléments pour signifier quelque chose, eh bien, c'est une manière d'ajouter une part de raisonnement, une part de logos, ne serait-ce que pour défendre un art poétique qui ne soit pas une suite de règles de création, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, une suite de principes, qui conçoit cette suite de principes, l'œuvre poétique, comme l'association du concept d'ordonnance à celui de dessin, avec un E, et l'émotion, en cela n'est pas un dessin, à la différence, très simplement, de la raison. Donc de la raison, on pourrait dire ici la raison de l'œuvre, comme Plotin parlait de la raison de l'univers. Alors, ma seconde partie sera plus courte, mais d'abord, je vais boire un peu d'eau. Alors, j'en viens à Shadow of the Colossus. Alors, oui, j'ai oublié de préciser au début, j'ai pas eu le temps de préparer de diapositives.
Bon, je pense que vous l'avez remarqué. Donc je vais juste... alors, je n'aurai pas le temps non plus de développer exactement l'introduction, je rappellerai juste quelques moments et j'essaierai de les raconter au mieux. Donc dans Shadow of the Colossus, je situe le mythos, donc en tout cas un mythos possible, donc cette fable, ce principe structurant, dans la rupture d'un modèle héroïque, qui est prétexte en fait à une généalogie de qu'est-ce que le héros. C'est-à-dire ce qui définit un héros, est-il déterminé, sorte de fatum antique, se détermine-t-il lui-même à travers un objet, une épée magique par exemple, ou une quête, aussi noble soit-elle, ici en l'occurrence, sauver Mono. Et donc l'usage du vocable grec de dynamis ou dynamis me paraît en tout cas particulièrement intéressant afin de mieux cerner cette déconstruction d'un modèle du héros. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce que David Lefebvre appelle un horizon philosophique en parlant de la dynamis, mais disons qu'elle est introduite par Homère un petit peu avant, donc dans l'Iliade essentiellement, avec la clause kata dynamine, que David Lefebvre traduit par autant que je le peux, puis elle est conceptualisée, je l'ai dit, par Platon lui-même. Donc la dynamis désigne la puissance ou la capacité d'agir, c'est-à-dire une étendue propre de pouvoir. Alors on pourrait d'abord retenir que dans le médium idéologique, cette étendue propre de pouvoir, cette dynamis, elle se matérialise sommairement à travers les possibilités d'action des personnages, autant ceux contrôlés par le joueur que les personnages non joueurs. En d'autres termes, ce que le héros est en capacité de faire par rapport aux autres et qui va de fait le distinguer, c'est grosso modo ce que dit David Lefebvre, même s'il ne parle pas de jeux vidéo, tous les moyens que l'on peut tenir à sa disposition pour agir. Donc déterminer à l'origine d'emblée une dynamis du héros et du joueur, on pourrait montrer qu'elles ne sont pas tout à fait identiques, mais je ne développe pas ça, permet d'en saisir les limites et en quel moment et en quel espace les limites s'expriment. Et encore une fois, quand Homère utilise le terme de dynamis ou dynamis, il ne parle pas de la force des héros troyens ou achéens devant les murailles de Troie, les murailles d'Ilion, mais bien d'une capacité d'agir et de sa nécessaire limitation. Je prends un exemple. À un moment donné, dans l'Iliade, Teucros, qui est un grand archer grec, n'arrive pas à toucher Hector. Mais il n'arrive pas à le toucher, pas par manque de force ou d'habileté, mais simplement parce qu'il est en incapacité de le faire. C'est-à-dire les flèches ne parviennent jamais à atteindre la cible. Pour citer encore une fois David Lefebvre, la dynamis n'est donc pas un état intérieur du sujet, comme est la force, mais une situation d'absence d'entrave, résultat à la fois de sa force propre quand même, mais aussi du fait que les dieux ou d'autres facteurs n'empêchent pas le bon déroulement de son action. Et je crois que en fait, l'incipit de Shadow of the Colossus va justement matérialiser cette puissance, cette dynamique, cette étendue propre de pouvoir du héros, puis en déconstruire un modèle. Si vous l'avez en tête, il y a un moment donné où on est vraiment au début, Wander arrive au temple, apparaissent des ombres et il va dégainer son épée. Si le jeu nous montre Wander prêt à affronter des ombres afin de protéger Mono, ses premiers adversaires, les ombres donc, reculent et refusent la joute au moment où le héros dégaine son épée. Moi, j'y vois ici une représentation de justement cette clause restrictive, kata dynamine, donc autant que je le peux, c'est-à-dire que l'épée que tient Wander crée une distance entre deux instances. Les ombres sont en incapacité de combattre et le conflit peut dès lors, mais évidemment on le saura un petit peu après, se déplacer vers les colosses. Ce qu'affirme Dormin lui-même quand il dit, alors c'est en anglais mais je vais traduire directement, il dit « Avec cette épée cependant, rien n'est impossible. Dans cette terre, il existe des colosses qui sont les incarnations des idoles qui sont dans le temple. Si tu défais les colosses, les idoles tomberont. » Et en fait, ce renversement, d'abord, alors je vais préciser cette phrase, enfin, je reprendrai la phrase de Dormin juste après, je vais juste préciser un point. Il me semble que ce renversement, ce moment précisément où en fait les ombres reculent et refusent le combat parce que Wander dégaine son épée, ce renversement me paraît propice à ce qu'on pourrait appeler un métalangage ludique, c'est-à-dire qu'il porte sur l'essence même du jeu et offre aux joueurs une situation originale où le conflit est rejeté, alors qu'on pourrait schématiquement dire que le conflit est quand même un des tenants du jeu, ce que le principe même de la cinématique non interactive suppose. Pour le dire autrement, Fumito Ueda s'engage dans un chemin introspectif où ce qui fait le jeu, ce qui le dynamise, se trouve questionné au moment, justement, où les ombres reculent, alors qu'on pouvait s'attendre à un combat, même banal contre des ombres. Eh bien, elles reculent et ça laisse place, évidemment, à d'autres
à d'autres joutes un peu plus impressionnantes. Justement, les 16 prochaines joutes contre les colosses se révèlent tout aussi surprenantes. Alors, un peu moins si on est familier des jeux japonais, mais qu'importe. D'abord, la taille des créatures laisse entrevoir l'impossibilité d'un combat ordinaire, sinon son caractère démesuré. Brice était en traduction du mot démesure, mais je ne reviens pas sur ça. Donc cette fameuse clause restrictive, katadynamine, qui relève en même temps de l'humainement possible et du permis à l'homme, du fait et du droit, se porte désormais sur Wonder. Donc la clause restrictive était sur les ombres, ils ne peuvent pas agir parce que Wonder a l'épée, et maintenant elle se porte sur Wonder, c'est-à-dire que les combats contre les monstres géants, contre ces colosses donc, symbolisent le dépassement de sa puissance, de ses capacités humaines, définitivement attestées, mais bien plus tard dans le jeu, lorsque le joueur apprend que l'épée a été volée et que Wonder s'est arrogé un pouvoir qu'il ne mérite pas. Grosso modo, en fait, depuis le début, Wonder n'avait pas à accomplir cette quête, il n'avait pas à sauver Mono, ce n'était pas son destin, et en fait, il a volé cette quête en volant l'épée antique. Le héros, à ce moment-là, mais on le comprendra en fait un petit peu plus tard, mais c'est pour ça que je dis que l'introduction à ce point-là est importante pour ensuite saisir ce qui fait l'intérêt d'une conclusion et même de la narration elle-même. On comprend que le héros, enfin on ne comprend pas, mais on comprendra après, que le héros sombre donc dans l'oubris, c'est-à-dire ce qui est permis de faire et ce qui ne l'est pas. Mais en même temps, on se rend bien compte que la lutte et la confrontation contre les colosses deviennent obligatoires. En fait, elles sont inhérentes à l'idée même de jeu et d'activité ludique. Parce que si les ombres se retirent et refusent le combat, il ne peut en être de même pour Wonder. Et en fait, à travers lui, le joueur. Tous les deux, parce qu'il y a joueur et parce qu'il y a héros, ils sont contraints. Pour qu'il y ait jeu, il faut bien, à un moment donné, en tout cas dans ce type de jeu-là, qu'il y ait un conflit. Donc les ombres, parce qu'elles incarnent des personnages secondaires, ou en tout cas des entités secondaires, peuvent reculer face au combat, mais Wonder ne peut pas le faire. En somme, nous considérons deux moments. Le premier des points un schéma introductif somme classique, reprenant certaines fonctions de propre, l'objet magique, l'épée, le donateur, Dormin, les combats ou la méditation, c'est-à-dire la quête. Dans un second temps, le canevas est brisé par l'impossibilité de la joute, la clause katadynamine, ce qui annonce en fait un anti-chemin où le modèle héroïque commence à se déconstruire et se trouve mis en jugement, ce que j'appelle précisément le procès poétique. Bon, je m'arrête là parce que ça fait 26 minutes. Ce sera suffisant. Voilà, je vous remercie. Je me joins aux applaudissements. Merci Paul-Antoine pour ta communication hyper passionnante. Merci. Alors, en attendant que des questions parviennent sur le chat d'études, il y en a une de Bruno ici. Donc, je vais te lire son commentaire, sauf si Bruno veut parler. Et alors, donc, ah. C'est un pouce qui veut dire parle Gaël ou ça veut dire c'est un pouce? Ça veut dire je t'en prie. Okay. Alors, du coup, donc Bruno dit, je cite, quand tu décris tes règles auto-imposées pour découvrir un jeu, c'est intéressant, ça sonne comme autant de règles. Alors, ça voudrait dire que dans ton modèle, l'interprétation est séparée du play et plutôt du côté du retour au game. Donc, je relis au niveau de la question. Donc, ça voudrait dire que dans ton modèle, l'interprétation est séparée du play et plutôt du côté du retour au game. En fait, ouais, mais enfin, à la limite, les deux, si tu veux, parce que dans la création, on va dire, de l'équipe de développement, du studio, qu'importe, et c'est pour ça que je demandais ce matin à Olivier Moko si on ne serait pas sauvé par les jeux indépendants, parce qu'il me semble que la capacité peut-être à signifier quelque chose est beaucoup plus facile, mais c'est un peu ce qu'on disait déjà, dans le cas d'une production qui n'est pas tenue par, je dirais, des dizaines de personnes, où on peut imaginer que la vision d'un auteur va être soit dégradée, ou en tout cas il va devoir correspondre à des enjeux beaucoup plus importants, qui à la limite dépassent presque l'auteur, ou l'équipe d'auteurs d'ailleurs, c'est pas des autrices aussi. Voilà. Donc effectivement, si tu veux, ça concerne plutôt le jeu indépendant. Maintenant, pour revenir, alors ça peut paraître un peu bizarre, parce que j'ai parlé d'un jeu qui n'est pas indépendant, mais qu'importe. Pour revenir à ce que tu disais, l'interprétation, elle est du retour au game, si encore une fois on considère plutôt l'œuvre en elle-même, c'est-à-dire ce que l'auteur a cherché à dire. Par contre, elle est à mon avis beaucoup plus proche du play si on considère le commentaire que peut en faire le joueur. C'est-à-dire vraiment cette approche où, moi dans le cas de ma thèse, c'est passé comme ça, c'est-à-dire que
j'avais joué au jeu, et ensuite, alors aussi en me documentant sur Internet, sur des forums, enfin sur des forums de jeux vidéo, eh bien j'avais proposé un principe structurant pour une série de jeux, par exemple Gnome, alors là, j'ai non plus de jeux qui me viennent en tête, Shadow of the Colossus, The Last of Us, bon, et d'autres. Et à partir de là, j'avais commencé à assembler des éléments, mais qui prenaient véritablement en considération le ressenti que j'avais eu du jeu, ce que j'avais intuitivement un petit peu, si tu veux, saisi. La seule chose, mais c'est ce que je disais à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas baser, si tu veux, toute l'interprétation simplement sur du ressenti en disant, ben voilà, moi je saisis l'œuvre comme ça parce que c'est ma logique à moi. Non, il faut être dans un principe de conciliation où on va réunir comme ça des éléments probants, presque factuels en fait, de l'œuvre, on va les mélanger pour étayer en fait le sens qu'on veut donner à l'œuvre. Donc là, oui, effectivement, on est plus proche du game. Mais je pense que c'est pas totalement séparé la dimension du play. Voilà. Enfin, ça répond à ta question, mais bon. Deuxième pouce de Bruno, donc j'imagine que c'est bon. Alors, j'ai une question pour toi, Paul-Antoine, et je vais en fait d'abord lire bon, c'est pour prolonger ce que tu viens de dire, et je vais d'abord lire un commentaire sur le chat. Donc, Pricky Engler nous dit que c'est discutable, mais en effet, in fine, les enjeux commerciaux peuvent limiter la créativité et les moyens peuvent aussi être un gros plus en parallèle. Et pour faire le lien justement avec ce que tu as dit, donc tu parlais d'harmonie tout à l'heure en la considérant comme un point de rencontre entre l'ordre qui fait référence au game et le désordre qui fait référence au play. Et pour justement lier avec le thème de la poésie, est-ce que justement, pour poser une question d'ordre peut-être un peu plus esthétique, est-ce que la dimension poétique des jeux, elle ne viendrait pas plutôt au niveau de la création par un ordonnancement par le vide finalement? Si je pense à Shadow of the Colossus, moi j'ai la force de l'interprétation et la force émotionnelle du récit. J'ai l'impression qu'elle vient plutôt justement par la création un peu par le vide et ces grands espaces d'errance, plutôt que par un côté justement remplissage qui ordonnerait trop la progression du joueur. Est-ce que le vide ne serait pas justement un processus créatif pour justement créer de la poésie dans les jeux vidéo? Ouais, en fait, moi, au vide, je rajouterais même l'ennui, en fait. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler. Mais effectivement, oui, je pense que l'errance peut amener l'imagination. Alors, il y a probablement une raison, enfin une explication technique, mais bon, ça, je ne la connais pas. Mais effectivement, l'errance amène à ce genre de... ça amène à travailler l'imagination qui peut à ce moment-là dériver vers précisément de l'interprétation ou à saisir en fait si tu veux, je pense qu'il y a une vraie volonté dans le jeu de séparer des moments extrêmement intenses qui sont les combats contre les colosses, et on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est dur quoi, je veux dire, il faut réussir à atteindre des points centraux du colosse, c'est extrêmement intense, on a une musique qui accompagne tout ça, et puis après on a cette errance qui en fait rebalance complètement le jeu sur quelque chose qui est, ouais, encore une fois, plus proche presque de l'ennui et qui, à mon avis, contrebalance les combats contre les colosses et qui produit une espèce de synergie entre les deux qui participe de peut-être d'amener le joueur à réfléchir sur ce qu'il est en train de faire. C'est certain que si tu es tout le temps dans l'action, si tu veux, tu ressens peut-être beaucoup moins. Moi, ça m'avait frappé quand j'avais joué, je crois que c'était à Black Flag, il me semble, où tu as des passages en bateau comme ça qui sont super parce que justement, ça décloisonne complètement le jeu des moments d'action. Et on sait que les jeux Ubisoft sont quand même tournés vers énormément de remplissage. J'aime bien Ubisoft, mais c'est quand même la vérité. Et tous les passages en bateau, au contraire, ça rompt avec ça. Et on est des moments presque de détente. On a juste comme ça, on est accompagné par les chants des marins. Et je trouve que ouais, ça produit de l'ennui, ça produit là aussi une forme d'errance qui amène à presque un travail sur l'œuvre. Ouais, je pense, ouais, effectivement. Ouais. Mais ça rejoint ce que tu disais sur la notion de vide. Hein. L'errance est possible parce qu'il y a du vide. Moi, ça m'avait frappé aussi dans Mad Max. Il y a ces grands comme ça déserts qu'on peut parcourir
Je crois que c'est procédural, donc en plus, ça s'arrête jamais, si tu veux. Et c'est pareil, c'est impressionnant. Esthétiquement, en plus, Mad Max, c'est pas en termes de gameplay, c'est pas un super jeu, mais en termes d'esthétique, je trouve que c'est vraiment c'est assez beau, c'est assez évocateur. Et juste un dernier point. En fait, moi, les combats contre les colosses, c'est ce que j'avais noté dans ma thèse, c'est que ça me fait beaucoup penser, donc dans Shadow of the Colossus, ça me fait beaucoup penser à des fragments, en fait, dans la littérature. Quand tu lis, par exemple, tous les auteurs présocratiques, ça fonctionne comme ça. C'est simplement des fragments qui, chez Nietzsche aussi, par exemple, qui percutent, si tu veux, l'esprit, qui ouvrent comme ça des ponts de lumière et qui t'amènent à réfléchir avec, comme ça, quelques mots. Et je trouvais que les combats contre les colosses, ça ressemblait beaucoup à ça. Ces séquences qui sont relativement courte. Alors après, ça peut plus ou moins durer en fonction de si on est bon ou mauvais, mais globalement, c'est assez ramassé et ça produit quelque chose, notamment et particulièrement au moment en fait, où on tue le colosse, puisque là, on s'enclenche une musique à laquelle on s'attend pas vraiment, en fait, puisque on est sur un truc qui est assez épique, et puis il y a une rupture soudaine comme ça, le colosse meurt, et puis voilà, on aspire son âme, enfin, son espèce d'ombre. Voilà. Merci. Et alors, il y a Thomas qui a une question pour toi aussi. Ouais, merci beaucoup et merci Paul-Antoine pour la communication. Je vais d'abord commencer par une toute petite remarque pour te dire que je pense qu'on pourrait faire une herméneutique platonicienne des jeux vidéo, parce que quand même pas oublier que Platon ne chasse pas le poète, mais juste le poète qui n'est pas d'accord avec lui. Donc il y aurait quand même moyen de faire les deux. Mais ça, c'est juste une petite remarque. Non, c'est par rapport du coup à ton modèle aristotélicien. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir comment le mythos et la poétique fonctionnent. Mais il y a quand même un point, je m'interroge, c'est que donc l'œuvre chez Aristote était bienvenue sur la construction par épisode, mais il y a quand même une citation qui m'a toujours fasciné dans la poétique, c'est que l'œuvre, la bonne œuvre, c'est celle qui a un début, un milieu et une fin. Et c'est une citation. Et notamment parce que le début, c'est ce avant quoi il n'y a rien et ce après quoi il y a des choses nécessaires qui arrivent. Parce que, et le verbe en grec, c'est le participe effucal, participe de pio, donc ce qui veut dire croître au départ. Et effectivement, on a vraiment l'impression que chez Aristote, la bonne œuvre, c'est celle qui, comme un bourgeon contient en puissance l'arbre, enfin qu'il y a un développement naturel. Et du coup, je voudrais savoir si pour toi, ce modèle effectivement du développement un peu déterminé et naturel aristotélicien, est-ce qu'il fonctionne pour le jeu vidéo ou est-ce que effectivement, du coup, par quand même cet agencement du joueur, bon, je suis d'accord qu'il suit un cadre, mais est-ce que quand même dans ces actions, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un autre modèle à trouver que celui de cette croissance, ou est-ce qu'on peut garder ce modèle un peu naturaliste de la croissance? Alors, comment je vais pouvoir répondre à ça? Non, mais je pense que sur la question de la finalité de l'œuvre, c'est ce que dit Aristote, en fait. Le principe structurant, ça comporte aussi la fin, le but, en fait, hein, l'objectif de l'œuvre elle-même. Tout ça, je pense que c'est contenu, en fait, dans le mythos lui-même, dans la fable elle-même. Au moment où, à la limite, on commence à réfléchir à une œuvre, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir transmettre comme message, comme idée, comme sens. Donc je pense qu'il y a bien, on peut très bien avoir dans le jeu vidéo cette idée de croissance, mais là où effectivement il y a un biais dans le jeu vidéo, si je prends l'exemple des mondes ouverts, c'est dans les mondes ouverts, on peut se demander mais où est-ce que se situe la fin par exemple? Est-ce que la fin c'est quand on a fini l'histoire? Est-ce que c'est quand on a platiné le jeu? Est-ce que, enfin bon, la fin on peut la situer à plusieurs moments. Donc ça c'est sûr que ça imposerait en fait peut-être un autre modèle de travail, mais à la limite, si tu veux, même dans le monde ouvert, mais c'est ce que je disais quand j'exposais ma deuxième raison, c'est-à-dire que l'interprétation, elle doit, comment dirais-je, quand elle vient du joueur lui-même, donc après avoir joué à l'œuvre, qui en a intuitivement saisi peut-être un élément de réflexion, eh bien il va, là encore peut-être par un processus de croissance d'ailleurs, se saisir d'éléments auxquels dont il va servir, qu'il va assembler pour signifier ce que lui a cherché dans l'œuvre. C'est l'exemple que je prends
que j'ai pris avec Shadow of the Colossus, même si j'ai pas pu le développer autant que je voulais, c'est-à-dire que moi j'ai considéré qu'il y avait une rupture d'un modèle héroïque qui nous a été donné essentiellement par le biais du cinéma avec Campbell. Campbell a défini le voyage du héros, le fameux monomythe, bon, etc. Moi je suis pas du tout client de ça, mais à la limite qu'importe. Qui ensuite irrigue, si tu veux, le jeu vidéo. Et moi je me suis dit, ben, comment on va pouvoir essayer de repenser une déconstruction de ce modèle héroïque. Et à partir de là, j'ai saisi des éléments dans l'œuvre qui pouvaient conforter ce que je pensais. Mais à la limite, si tu veux, à ce moment-là, ça rompt complètement, mais je pense que en tout cas, c'est tout à fait voulu de ma part, ça rompt complètement avec le sens que l'auteur a pu donner de son œuvre. Tout simplement parce que je ne crois pas, en fait, qu'on ait besoin, que ce soit nécessaire de chercher à tout prix le sens que l'auteur a donné à son œuvre. Si on la trouve, à la limite, tant mieux. Mais c'est un peu ce qu'on disait aussi ce matin, c'est-à-dire que finalement, encore, il suffirait dans ce cas-là de prendre son téléphone, d'appeler l'auteur et de dire, bon voilà, qu'est-ce que tu as bien voulu dire, et puis ça s'arrêterait là. Donc c'est vrai que par l'interprétation, on se dégage du sens de l'auteur, et en même temps, je pense que ce serait une erreur de le renier, tout simplement pour redynamiser, ce que j'ai dit, le rôle du poète lui-même. Parce que ce que je crois, moi, très profondément, bon, c'est un peu une manière de parler, mais c'est que effectivement la poésie est une sorte d'épistémologie, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen d'accès à la connaissance, un moyen d'essayer de saisir ce qui constitue le réel. Si on ne peut pas faire confiance à ces sens, on peut essayer de faire confiance au sens d'un autre, en l'occurrence ici d'un poète. Même si ça ne suppose pas du tout placer le poète tout en haut de la cité comme étant le maître des hommes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, ça serait intéressant pour moi peut-être, mais après je ne suis pas allé au bout de la réflexion, mais pas tellement dans la communication, mais même de manière générale, de définir, oui, un autre modèle qui pourrait rompre avec ce qu'a dit Aristote. Et en même temps, je trouve que c'est un modèle qui, pour le jeu vidéo, fonctionne encore plutôt bien. Mais on peut... Merci beaucoup.